Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on découvre les entrailles d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau. C'est une technologie très particulière, vous allez voir. Allez, c'est parti! Nous sommes à Kemps, dans le Haut-Rhin, où se trouve l'une des plus anciennes centrales hydroélectriques au fil de l'eau. C'est une technologie de centrale hydroélectrique qui est très différente des centrales de barrage. Et je suis avec Yacine Belhadj, qui va nous faire visiter ce lieu. Bonjour et merci de nous faire découvrir donc, la centrale hydroélectrique de Kemps. Avant tout, quelle est la différence entre une centrale au fil de l'eau et une centrale de montagne, de barrage, comme on peut en voir classiquement? On a trois types de turbines. Elles se mettent en place suivant les études qui sont faites, suivant la configuration géologique, etc. Aujourd'hui, on est sur une centrale au fil de l'eau. Donc, c'est des centrales qui demandent beaucoup de débit, mais pas beaucoup de hauteur de chute. Et on installe des turbines qu'on appelle Kaplan ou hélice. Et on a une technologie qui s'appelle bulbe. C'est exactement un Kaplan, mais qui est, au lieu d'être à la verticale comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un groupe qui est à l'horizontale. Après, on a les moyennes chutes qui, elles, vont aller sur des débits moyens et une chute moyenne. En principe, c'est des turbines qu'on appelle Francis. Et après, on a la haute chute. Et là, c'est les centrales hydroélectriques qu'on trouve dans les Alpes françaises ou les Pyrénées. Et c'est des centrales sur lesquelles on a donc une grande hauteur de chute, c'est-à-dire une grosse pression d'eau. Mais le débit qui est turbiné est très petit, c'est-à-dire on est sur des débits qui sont en dessous des 30 mètres cubes par seconde. Donc là concrètement, la hauteur de chute elle est faible, ça dépasse pas 20 mètres, et vous avez une quantité d'eau qui est colossale. Et sur les centrales de très haute montagne, donc on a une petite quantité d'eau qui tombe d'une très grande hauteur. On est en général sur quoi? Sur 1000, 2000 mètres? En fait, la plus grosse chute en France fait 1200 mètres de chute, c'est-à-dire on a 120 bars quand même dans une conduite forcée. Et on peut avoir des chutes qui vont, on va dire, entre 300 mètres et jusqu'à 1200 mètres, la plus grosse chute en France. À comparer avec ici, on a 14,6 mètres, c'est ça? C'est ça, oui. Une centrale au fil de l'eau, on est plutôt sur une hauteur de chute qui va entre 10 mètres et 15 mètres de hauteur de chute. On a retenu une question d'un abonné. On a donc Briche 2266 qui se pose la question des impacts de cette centrale sur la biodiversité et sur le transport naturel des sédiments. Je suppose que les sédiments sont bloqués par le barrage. Comment ils sont gérés ici? D'accord. Donc on est quand même sur un fleuve qui a un débit qui varie très souvent durant l'année, avec des entrées en période de crue. Pendant ces périodes de crue, de toute façon, on gère l'excédent de débit au niveau du barrage de Kemps, qu'on verra par la suite. Cette gestion se fait par les passe-barrages. On ouvre des vannes supérieures, ce qui laisse passer, bien sûr, tous les matériaux qui sont en suspension à l'aval et donc laisser ces sédiments être transportés et vivre leur vie naturelle. Mais aussi, on est amené, pendant ces périodes de crue, à ouvrir les passes de fond. Et là, c'est-à-dire on ouvre une vanne qui va permettre en fait au débit de laver tout ce qui est en fond et donc transporter tous les sédiments qui ont été accumulés à un moment donné, à un instant T, pour qu'ils continuent à être charriés le long du fleuve et suivre le circuit d'eau pour aller alimenter bien sûr la faune et la flore comme si on n'avait pas le barrage ou la centrale installée sur le Rhin. Et donc l'impact sur la biodiversité de ce type d'installation, il est évalué comment, surtout que la centrale, ça fait 80 ans qu'elle est ici, il y a eu une réadaptation? Il y a la nature qui s'adapte. En plus, nous, on fait beaucoup de notre côté. On investit énormément EDF sur l'aspect biodiversité. C'est par exemple la renaturation de l'île du Rhin, une réserve naturelle qui a été intégrée à la petite Camargue alsacienne, qui est devenue une vitrine en termes de réimplantation écologique dans un milieu naturel. On se trouve ici sur la prise d'eau. On va suivre le chemin, la chronologie de l'eau jusqu'à la production de l'électricité. Et c'est ici que le débit arrive, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ici, on a donc toute l'arrivée du fleuve, le Rhin, qui prend sa source au lac de Constance. Et donc, on a un débit qui va arriver ici et qui va être, comme vous le voyez là, aspiré par les différents groupes de production qui se trouvent sur
tout le long de la centrale qui fait 150 mètres de long. Vous voyez là, il y a des panneaux de gris. Ces panneaux de gris, en fait, permettent de récupérer tout ce que le fleuve charrie. Donc là, après avoir bloqué tout ce charriage-là, on a des engins, comme vous voyez ici, on en a 3. On appelle ça des dégrilleurs. En fait, c'est ce qui permet de venir récupérer tous ces déchets et de les sortir afin de garder un débit constant sur les groupes et qui puissent circuler sans encombre vers la turbine. Donc là, on va aller voir la salle des machines où se trouvent les turbines. Exactement. On se dirige vers la salle des machines dans ce beau bâtiment des années 30. Mais là, c'est l'une des plus anciennes centrales hydroélectriques au fil de l'eau de France. Elle date de quelle année? Elle a été mise en service en quelle année? On est sur le site le plus ancien en France, qui a été construit entre 1928 et 1932, donc mise en service en 1932. À l'époque, donc, c'était une entreprise indépendante qui était gérée par un ingénieur qui s'appelle Koechlin. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu la réunification de tous les moyens de production et la création d'EDF. Et c'est à ce moment-là qu'EDF a repris cet aménagement et a continué la construction des différentes centrales qui se trouvent à l'aval de cet aménagement-là, le long du Grand Canal d'Alsace. Donc là, on voit qu'il y a un groupe qui est mis à nu parce que vous réalisez une opération de maintenance d'envergure en ce moment, c'est ça? Exactement, ouais. Là, on est sur une opération de maintenance. Donc, comme vous voyez, la salle des machines est très encombrée parce qu'on a démonté tout un groupe de production. C'est une opération qu'on ne réalise qu'une fois tous les 40-50 ans. Je suis maintenant avec Valérie Baumann, qui est directrice adjointe d'EDF Hydro Est. Vous investissez donc sur 10 ans un montant de 300 millions d'euros concrètement. Comment il va être dépensé ce montant et à quoi sert cette opération? Alors oui, là vous avez pu voir donc le groupe 3 de l'usine de Kemps qui est entièrement démonté et il fait partie d'un grand programme de rénovation de toute la partie mécanique de nos centrales. Donc on va rénover la moitié de nos groupes sur une quinzaine d'années pour 300 millions d'euros. Et donc, ce programme consiste donc à démonter la machine jusqu'au cœur de ses entrailles, jusqu'à la roue. En fait, on va en démonter toutes les pièces, une par une, de manière à pouvoir les rénover ou les remplacer. Donc, c'est un travail de longue haleine qui va s'étendre selon les centrales entre 15 ou plus de 20 mois, de façon à ce que nos outils de production repartent et pour les années à venir soient plus performants. On est reparti sur combien de temps là, avec cette opération? On repart pour plusieurs dizaines d'années avec ce type de rénovation qui nous permettent à la fois d'assurer la puissance dans la durée, mais également d'augmenter nos rendements. On recherche un gain de rendement entre 2 et 4% selon les sites dans ce cadre de cette opération. Ce programme de rénovation qu'on appelle notre programme industriel de rénovation des groupes du Rhin, c'est un programme titanesque qui consiste donc à démonter la machine de bout en bout. C'est comme si vous démontez le moteur d'une voiture pièce par pièce, mais en version XXL. On a vraiment donc un démontage de la partie haute, comme vous avez pu avoir tout à l'heure, donc la partie donc liée à l'excitatrice. Après, vous avez la partie le rotor qui va peser plus de 200 tonnes. On va accoupler nos deux pots roulants, puisqu'on a dans nos salles des machines pour pouvoir sortir cette pièce. C'est une opération très délicate qui va être gérée au millimètre près pour pouvoir la sortir. Ensuite, également, on va sortir jusqu'au bloc roue, la partie où l'eau va pouvoir s'y glisser. Et donc, c'est cette partie qu'on va chercher à rénover. On va reprendre les états de surface, donc les profiler de manière à ce que l'écoulement soit le plus optimum pour avoir le maximum de rendement. Mais donc, cette partie de bloc roue qui est au fond, aux entrailles de la machine, quand on va devoir la sortir également, ça va être une opération colossale avec une gestion, comme je vous l'ai dit, très précise au niveau de la manipulation de ces pièces énormes. Comme vous voyez ici, nous avons la pièce maîtresse de l'alternateur, qui est le rotor, qui pèse plus de 140 tonnes. Là, on voit les parties rouges et bleues, ça correspond aux aimants, c'est ça? Exactement, donc c'est ce qu'on voit aussi à l'école, hein, le pôle sud, le pôle nord. En fait, c'est ce qui permet de créer, on va dire, la force électromagnétique qui va être transmise au stator et créer cette énergie qu'on aime tous quand on est à la maison et qu'on appuie sur les boutons et qu'on charge notre smartphone. Et ben, c'est ça qui permet au fait d'avoir ça. Et donc chaque générateur peut produire jusqu'à quelle puissance ici? Alors ici, on a deux types de machines. On a des Kaplan qui font 27 MW et des hélices qui font 25 MW pour une puissance installée totale sur la centrale de Kemps de 160 MW. Il y a combien de groupes ici? On a 6 groupes. Donc comme je disais, on a deux groupes Kaplan. C'est des groupes qui sont un petit peu plus complexes que les hélices parce qu'une hélice, on va dire, c'est un débit total qui permet d'avoir une puissance instantanée à un moment donné, donc les 25 MW.
Et sur un Kaplan, on peut au fait avoir un réglage de puissance qui peut aller de 70 mètres cubes par seconde jusqu'à 250 mètres cubes par seconde. Et c'est ce qui permet au fait d'avoir une puissance qui est ajustée suivant le besoin qu'on a sur le réseau et d'avoir une qualité de réseau parfaite par rapport à ce réglage-là qu'on fait sur nos groupes. La différence entre une turbine Kaplan et une turbine hélice, c'est juste que les turbines Kaplan peuvent orienter leurs pales, c'est ça? Exactement. Donc les Kaplan ont des pales orientables. Vous voyez ici, vous avez deux têtes de machine qui sont différentes. Donc vous voyez une tête de machine qui est plus longue, donc il y en a deux. Et les autres, c'est des têtes de machine qui sont courtes. C'est ce qui permet au fait d'avoir la manœuvre des pales tout en bas. Il y a un axe qui traverse tout le long, qui fait 22 mètres de long, ce qu'on appelle le tube Kaplan. Et c'est ce qui permet au fait d'avoir une orientation des pales et cette variation de débit pour pouvoir avoir une variation de puissance. Cet axe-là, c'est ce qui permet de relier le rotor à la turbine hydraulique. C'est lui qui donne l'entraînement que donne la force de l'eau à la turbine pour la transmettre au rotor qui, lui, se trouve une quinzaine de mètres plus haut. On entre à l'intérieur d'un groupe, c'est ça? Là, on rentre à l'intérieur de l'antre de tout ce qu'on appelle l'excitatrice. Parfois, quand on met en route nos séchoirs, on voit des étincelles. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici, mais c'est en beaucoup plus gros, hein, vu la machine que c'est et la puissance que c'est. Donc, on voit qu'il y a des charbons sur des bagues. Et c'est ce qui permet au fait d'injecter un courant dans le rotor pour pouvoir avoir cette rémanence et la production de l'énergie. Là, on voit que ça tourne à une vitesse qui n'est pas si élevée que ça. On a combien de tours minutes là? On est à 93,7 tours par minute. Et ça, c'est dû au nombre de pôles qu'on voit sur le rotor. D'accord. Pour obtenir une fréquence de 50 Hz, c'est ça? Exactement. Donc là, on est sur 93,7 tours par minute, ce qui nous permet d'avoir 50 Hz parce que tous nos appareils à la maison fonctionnent à 50 Hz. Et donc, c'est la qualité finalement de notre produit à nous, hein, c'est d'avoir ces 50 Hz sur le réseau. Mais qu'est-ce qui fait varier la puissance? Parce qu'on doit maintenir 50 Hz, mais on peut faire varier la puissance de la turbine. Comment on la fait varier? En fait, sur des turbines Francis, on n'a pas vraiment beaucoup de variations de puissance. On est plutôt sur des groupes qui sont à 25 MW. Donc, dès qu'on va les démarrer, on va avoir 25 MW et on va tourner à 93,7 tours par minute. Par contre, sur les groupes Kaplan qui, eux, peuvent réguler une certaine puissance, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer avec la direction des pales et la fermeture des directrices. Donc, c'est une conjugaison d'ouverture et de position des pales qui permet de faire passer plus ou moins de débit et donc plus ou moins de force sur la turbine mécanique. Donc, c'est une force hydraulique qui est donnée sur la turbine. Donc, c'est une force mécanique qui est après transmise à l'alternateur et c'est comme ça qu'on a une variation de puissance. Par contre, on va tourner tout le temps à la même vitesse pour avoir cette fréquence de 50 Hz. Comme on dit, grosse mécanique, il faut des gros outillages pour pouvoir démonter ces groupes-là. Ça résiste à quel poids là? Alors, celle-là, c'est 35 tonnes. Ah oui, donc un camion sur une seule... Voilà, sur une seule manie. Et là, on a nos différentes clés à frappe. On vient sur l'écrou et puis on tape avec le marteau pour ouvrir comme à l'ancienne, quoi. Il n'y a pas de machine pneumatique ou électrique? On a aussi des machines pneumatiques et des vérins, mais suivant la configuration, on va utiliser les outils adaptés. On a des modes opératoires qui existent, qui sont bien sûr construits par nos équipes internes. Hein. Ça veut dire tous ces chantiers-là, ils sont faits par nos équipes internes pour garder, on va dire, le cœur de métier, pour garder, on va dire, le savoir et continuer à le transmettre après. Quand il y a des outillages spécifiques, on les fait fabriquer. C'est-à-dire on fait les études, on valide les conceptions et on les fait fabriquer. Donc là, on descend au niveau inférieur. Là, on va aller à ce qu'on appelle, nous, le centre turbine. Le bâtiment est de 32, on le voit, mais par contre, on a le Wi-Fi quand même. Donc, ah oui. Okay. Donc, vous voyez un petit peu le tunnel que c'est. Et là, c'est vraiment ce qu'on a derrière, c'est la fonction barrage. C'est-à-dire, derrière, on a toute l'eau. Il y a quelle épaisseur là, à peu près? Là, on a une vingtaine de mètres d'épaisseur et une cinquantaine de mètres d'ancrage. Du béton qui est écoulé en 1930, dans les années 30, quoi. Exactement. Et qui tient toujours. Qui tient toujours. Ça, c'est grâce à nos aïeux qui ont super bien travaillé, qui ont fait, on va dire, des études pour avoir, on va dire, un aménagement qui dure dans le temps, mais aussi grâce à l'exploitant EDF qui a su faire vivre cet aménagement. Là, aujourd'hui, on est quand même sur un aménagement de 92 ans, mais par contre, comme vous voyez, il est toujours en état. Et ça, c'est grâce à la maintenance, les investissements qu'on fait, comme le chantier qu'on voit juste là-haut, là, avec le démontage du groupe. C'est des opérations qu'on fait pour que cet outil-là continue à perdurer dans le temps et qu'on puisse le transmettre aux générations futures. Donc là, on est sous la salle des machines où
on était tout à l'heure, on est juste en dessous. Donc là, vous voyez l'arbre qu'on voyait tout à l'heure dans la salle des machines. C'est cette partie-là que vous voyez qui disparaît après parce qu'elle rentre dans l'eau. Et la turbine, elle est juste en dessous de ce plancher qui est là. Et ici, c'est une turbine Kaplan, oui. L'étanchéité, elle est assurée par un joint qu'on appelle, nous, un joint plan. En fait, c'est un joint qui est en graphite et qui est réglé avec des pressions en ressort et avec une contre-pression de lavage. Vous allez me dire peut-être pourquoi. On met une contre-pression de lavage avec de l'eau propre parce que l'eau du Rhin, c'est quand même une eau qui est chargée par des sédiments. Et pour éviter d'abîmer ce joint qui est en graphite, qui permet d'avoir cette étanchéité, on contre-lave avec une pression un tout petit peu supérieure pour qu'on évite que ces sédiments rentrent à l'intérieur et abîment ce joint en graphite. Et là, on a 25 MW qui passent à travers cet arbre. Sur celui-là, c'est 27 parce que c'est un Kaplan. Donc là, on voit ici, c'est la couronne qui permet de régler la quantité d'eau qu'on peut faire entrer, c'est ça? Exactement, exactement. Donc vous voyez, il y a une grosse couronne avec deux tiges ici qui sont manipulées par des vérins qui sont sous le génie civil ici. On a vu en haut les réservoirs d'huile hydraulique, il me semble. Tout à fait, ouais. Alors l'huile, c'est super important pour un groupe hydroélectrique et qu'il faut maîtriser par rapport à l'environnement, ce qu'on fait aussi, hein, parce qu'on est quand même sur une rivière. Et sur un groupe de production comme ça, on est quand même sur 8000 litres d'huile pour pouvoir faire fonctionner. C'est comme le sang dans le corps humain, hein, lui donner l'énergie pour mettre le groupe dans différentes configurations. Et donc là concrètement, on a la pression d'huile qui fait bouger ces deux bras, et ces deux bras ensuite activent tous les petits bras autour de la couronne. Exactement. En fait, tous les petits bras que vous voyez là, ça correspond à une pièce qu'on appelle une directrice. En fait, c'est des petites portes en forme d'ailes d'avion qui viennent se plaquer les unes contre les autres, comme ça. Ça met une étanchéité. Et quand on veut ouvrir et faire passer l'eau, en fait, il y a une manœuvre qui se fait. Et donc, ça crée cette ouverture-là. Et l'eau passe à travers et vient donner sa force à la turbine pour mettre le groupe en rotation. On a vu tout à l'heure la pièce dans la salle des machines. Elle était entreposée à l'arrêt, et ben c'est la pièce qu'on voit là, ici, en train de tourner. Et donc c'est ici que l'électricité est produite concrètement. Exactement. Et ici, on a 8800 volts qui sont produits et qui sont après injectés sur le réseau via un transformateur qui élève la tension à 225 000 pour pouvoir avoir un transport sans perte d'énergie. On a une haute tension, donc 8,8 kV. Comment ça se fait qu'on ne fait pas électrocuter? On est quand même sur une étanchéité qui se crée là. Comme vous voyez, il y a un entrefer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alternateur est constitué, comme on le disait, d'un rotor et d'un stator, et il y a juste un entrefer de quelques millimètres qui sépare les deux pièces. Malgré le gigantisme de la pièce et le poids de la pièce, on est quand même sur de la mécanique de précision. Et là, on a quand même un poids de plus de 140 tonnes qui tourne avec un jeu de quelques millimètres avec la pièce fixe qui l'enveloppe. Et donc, c'est ce qui nous permet de ne pas être électrocuté parce qu'on garde quand même une certaine distance. Et c'est pour ça qu'on est accroupi aussi. Et pas tout le monde peut venir, on va dire, dans des endroits comme cela. On sent un souffle qui est généré naturellement par le mouvement. C'est ce qui permet au fait d'avoir un refroidissement par air. C'est un refroidissement air-air. Donc on a une circulation qui se fait. Donc ça a été étudié par les ingénieurs à l'époque pour avoir une circulation d'air qui permet d'avoir toujours ce refroidissement de l'alternateur et différentes pièces qui chauffent pendant la rotation. Et ça suffit même en été quand il fait très chaud. Alors, on a deux positions de volets, comme vous avez vu quand on était à l'aval de l'usine, on a vu qu'il y avait des volets, donc il y a une position été, une position hiver. Donc on ferme les volets pendant l'hiver et on ouvre les volets pendant l'été pour avoir plus de débit d'air, ce qui permet au fait de contrer cette augmentation de température qu'on a pendant l'été. La partie basse du rotor, et vous voyez la partie du tourteau sur laquelle l'arbre vient se raccorder. Donc là, il est fixe. Alors que juste avant, on le voyait en train de tourner, en train de produire. Donc là, qu'est-ce qui manque là ici qu'est-ce qui doit être vissé dessous? La pièce qu'on a vue en salle des machines, le demi-arbre là, c'est cette pièce-là qui vient se visser sur cette partie-là.
Donc là, on traverse la partie où l'eau est restituée après avoir produit de l'électricité, être passée à travers la turbine. L'eau est restituée au Grand Canal d'Alsace. Sur le Grand Canal d'Alsace, EDF exploite 4 centrales hydroélectriques. Mais sur tout le Rhin, EDF exploite 10 centrales hydroélectriques. Ces 10 centrales hydroélectriques produisent 20% de l'énergie hydroélectrique que produit EDF. Il faut savoir qu'on est sur quand même une énergie renouvelable, une énergie propre et verte, qui permet au fait d'amener ce mix énergétique avec toutes les autres énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. On est sur la première énergie renouvelable et sur le Rhin, on produit 1400 mégawatts en puissance installée. Là, on voit pour chaque turbine, il y a donc un exutoire. Ce qu'on appelle ici, en fait, c'est un déversoir. C'est comme un toboggan. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de placer nos maintenances de groupe dans les meilleures périodes pour pouvoir les avoir disponibles là où on en a besoin. Aujourd'hui, on est sur des déversements via le déversoir. En fait, c'est ce qui permet de passer le groupe parce qu'on le met à l'arrêt, on le bichonne pour qu'il soit prêt au moment où on en a besoin, où le réseau en a besoin et nos consommateurs ont besoin de cette énergie. Donc, ce qui se passe, c'est que au lieu de perdre l'eau, on la fait passer par-dessus le groupe pour qu'elle continue son chemin et qu'elle soit produite par contre par les autres centrales qui se trouvent à l'aval. Donc là, on voit le débit qui, normalement, passe à travers la turbine pour produire de l'électricité. Qu'une partie. Une partie du débit? Oui. En fait, là, on voit un quart de débit qui passe dans une turbine. En fait, on a 4 pertuis par groupe. Là, le débit maximal par exutoire, on est à 60 mètres cubes par seconde. C'est énorme. Hein, 60 000 litres d'eau chaque seconde qui s'écoule. Exactement. Et la capacité maximale de la centrale? 1400 mètres cubes par seconde. Ok, donc 1 400 000 litres chaque seconde. Exactement. Alors là, la situation elle est particulière. On voit les gerbes d'eau parce que, comme vous avez expliqué, vous faites passer l'eau sans produire d'électricité sur les groupes concernés, bien sûr. Mais en temps normal, il n'y a pas toutes ces gerbes parce que l'énergie qu'on voit ici, elle est transformée en électricité au lieu d'être dissipée comme ça. En principe, on est sur ces conditions-là. D'accord. Vous voyez là aujourd'hui un groupe qui produit là. D'ailleurs, c'est le groupe qu'on a visité à l'intérieur, qu'on a vu tourner. Celui-là, il est en train de produire, mais par contre, on a d'autres groupes qui sont à l'arrêt pour leur maintenance. Et là, toute l'eau qui aurait dû passer par ces groupes-là, on la voit passer par-dessus les groupes pour bypasser la centrale, mais continuer à produire sur toute la chaîne du Rhin. Donc on est ici au-dessus de la salle des machines, où se trouve le centre de commande, le cerveau, la tour de contrôle de toutes les centrales du Rhin. On va y entrer. Hein. Exactement. Oui. Donc on est au service qu'on appelle le CCSH, donc le centre de conduite et de surveillance hydroélectrique. Donc il y en a plusieurs en France, et celui-ci est en charge du pilotage de toutes les centrales d'EDF qui sont sur le Rhin. C'est bien ça? C'est lui qui gère toute la chaîne du Rhin pour optimiser au mieux tous les groupes qu'on a en production sur toutes nos centrales qui sont installées sur la file du Rhin. Donc gestion de débit et gestion de niveau d'eau. On peut aller voir? Venez, suivez-moi. Donc ici, on est en service continu. Ça veut dire on a un agent qui est présent tout le temps et il se relève tous les quarts pour pouvoir, on va dire, assurer cette conduite tout au long de l'année. Donc 365 jours par an. Et c'est d'ici donc que vous ouvrez, vous fermez les vannes, ajustez la puissance des turbines en fonction de ce que le réseau demande? Exactement. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez les différentes centrales. Donc ici, on a la centrale de Kems. On a toutes les centrales qui se trouvent sur le Rhin, avec aussi une vue de la centrale. On voit ce qu'on a comme groupe en production. Permet à l'agent d'optimiser au mieux notre production, notre débit, au service bien sûr du réseau de consommation français et européen. Donc là, on voit, c'est la courbe de production. Ce qu'on voit ici, par exemple, donc ici on est à Kems. On a les débits qui passent par chaque groupe. Et en principe, un débit, ça correspond à une puissance de groupe. Et donc justement, sur les centrales hydroélectriques au fil de l'eau, comme celle-ci, on a quel type de production en moyenne sur une journée? Est-ce que c'est une puissance continue sur 24 heures? Est-ce que ça varie fortement comme sur les centrales de montagne? Quelle est la différence dans le profil de production par rapport à une centrale hydroélectrique de haute chute? Alors la différence, c'est que nous, on est adapté à notre débit. Hein, ça veut dire le débit qui est entrant doit sortir. On a des possibilités de stocker, mais des capacités très minimes qu'on va placer journalièrement. Entre deux centrales, on a ce qu'on appelle nous un bief, hein, c'est un petit peu la bassine qui permet de faire transiter le débit entre deux centrales. Et ben, on va soit
creuser un petit peu cette capacité d'eau pour pouvoir venir stocker après derrière et avoir une certaine marge et venir la placer, c'est-à-dire venir mettre nos groupes à pleine puissance et turbiner cette eau-là à un moment donné où la consommation en a besoin. Par contre, derrière, ça va être du fil de l'eau, ça veut dire l'entrant, sortant, et on a cette capacité d'éclusée qui correspond quand même à 1000 mégawatts qu'on peut mettre sur le réseau rapidement quand il y a des pics de consommation. Ce qui est différent de ce qu'on peut retrouver par exemple sur d'autres profils de production, c'est-à-dire les centrales de haute montagne et de lac, où là, on va être plutôt sur du stockage qu'on va venir mettre en production et en route et raccorder au réseau juste au moment de pic de consommation. Et c'est ce qui permet en fait d'encaisser les appels de consommation et répondre bien sûr présent à nos clients pour leur fournir de l'énergie quand ils en ont besoin. Et donc ces deux types de centrales sont complémentaires. On entend parfois des critiques sur les centrales au fil de l'eau. Certaines personnes disent qu'elles sont pas du tout pilotables, donc elles n'ont pas d'intérêt élevé pour le réseau. En fait, elles sont parfaitement complémentaires. Exactement, c'est ce qu'on appelle nous chez nous dans l'entreprise EDF, c'est notre mix énergétique et c'est ce qui vient bien sûr compenser avec notre production nucléaire, notre production fil de l'eau, moyenne et haute chute, en plus les autres énergies renouvelables, éolien et solaire, pour pouvoir avoir un réseau stable et répondre à toute la consommation qui est demandée à un instant T. Là, la production annuelle de Kems, on est sur quel niveau? Alors, on est sur une centrale qui produit 1 TWh. Donc, 1 TWh, juste pour donner un ordre d'idée, c'est une ville comme Toulouse en termes de consommation. Donc, on est sur 422 000 habitants à peu près. Ok, donc 1 TWh par an. Sur l'ensemble des centrales de la chaîne du Rhin, donc partie franco-allemande, vous êtes sur 8 TWh? Exactement. C'est un peu plus qu'un réacteur nucléaire. Tout à fait. On est quand même sur une production qui est correspondante à peu près 2/3 de la consommation de l'Alsace. C'est-à-dire qu'on produit une grosse partie de ce que l'Alsace a besoin en termes d'énergie sur l'aspect particulier, industriel, etc. J'avais une question sur la rapidité de réponse. En combien de temps vous pouvez répondre à une demande du réseau, par exemple une demande d'augmentation brutale de la puissance parce qu'il y a un pic de consommation nationale? Vous avez quel délai pour répondre à ça? En fait, c'est quelques minutes. En 2 minutes, on peut mettre la puissance d'un groupe sur le réseau, raccorder au réseau et produire. Donc, c'est aussi cette flexibilité-là qu'on a avec une énergie renouvelable de l'eau. C'est aussi d'être super réactif et venir compenser une demande du réseau parce que il y a une consommation. Par exemple, à 19h, tout le monde rentre chez lui, on allume les plaques pour préparer à manger, on allume les éclairages, on monte un petit peu le chauffage. À ce moment-là, si on a besoin de l'hydraulique, on est présent parce qu'en 2 minutes, on est raccordé et on produit. Est-ce qu'il y a une saisonnalité entre l'été et l'hiver, vous avez la même capacité de produire? Alors, nous, on dépend bien sûr sur le Rhin du débit du fleuve. Donc, le débit du fleuve, il est attaché, bien sûr, à ce qu'on appelle les fentes nivales. C'est-à-dire, on est quand même sur un fleuve qui est alimenté par les glaciers et par la neige qui est tombée pendant l'hiver. Donc, bien sûr, on va avoir une périodicité suivant les apports de notre débit. Donc, durant la fente nivale qui attaque début avril, en principe, on va avoir donc les gros débits et on va être plutôt sur des capacités de production maximales. C'est-à-dire là, on va avoir nos 1400 mètres cubes par seconde qui vont passer à travers toutes les centrales de la file du Rhin. Après, on a des périodes où on est plutôt sur des débits moindres parce que voilà, la fonte est passée, les stocks d'eau ne sont plus les mêmes, jusqu'à bien sûr que le phénomène se répète. Et là, on va être plutôt sur des capacités qui vont correspondre à ce débit-là, à savoir que le module moyen sur une année, si on veut faire une moyenne, on est à 1000 mètres cubes par seconde, 1050 mètres cubes par seconde exactement sur le Rhin. Et donc la production électrique, elle est aussi conditionnée au débit que vous devez conserver dans le canal pour assurer la navigation. Oui, exactement. En fait, notre production, elle est très liée aux différents niveaux d'EBF parce que pour gérer cette navigation qui est gratuite sur le Rhin, il faut qu'on ait toujours un niveau d'eau minimum, ce qu'on appelle le tirant d'eau. Et donc, c'est ce qui nous permet, en fait, de assurer que les bateaux puissent circuler toute l'année sans aucune encombre. Et comme on le voit d'ici, nous avons un super beau bâtiment. Ce sont nos écluses de Kems qu'on ira visiter par la suite. Et de l'autre partie du centre, il y a donc la partie surveillance.
qui est géré par Michael Braun, ingénieur surveillance conduite. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici. On voit donc d'autres écrans. Qu'est-ce que vous contrôlez ici? Alors là, on va se retrouver devant un poste de surveillance. On va pouvoir retrouver des indicateurs de surveillance de toutes nos machines de production. On est un petit peu le paddock de la Formule 1. Et l'objectif de cette surveillance, c'est à nos machines d'aller plus vite, plus loin, plus longtemps. Donc qu'est-ce qu'on voit par exemple là sur cet écran-là? On voit même un groupe qui n'est pas de la région, hein. Revin, c'est une steppe. Oui. Alors Revin, on fait partie de la surveillance que l'on a sur Hydro-Ouest, dans notre organisation. Et on va retrouver l'ensemble des groupes du Rhin, de Kems jusqu'à Gampsheim, et avec la disponibilité des machines et différents indicateurs de surveillance. C'est les différents chiffres qu'on voit. Et sur cet écran, on va retrouver finalement une consignation d'état avec différents précurseurs qui vont être des indicateurs pour nous d'analyse pour savoir s'il faut pousser certaines maintenances, anticiper ou au contraire se rassurer pour pouvoir mieux placer nos arrêts de machine. Est-ce que vous avez un exemple concret d'événement qui vous a permis de gagner en rapidité de maintenance? Alors là, sur mes écrans, j'aurais pas de cas particulier à vous montrer puisqu'on est en fait finalement sur du temps réel. Là, j'ai juste affiché sur cet écran un événement qui nous rassure, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'huile qui est représenté en vert avec un seuil de surveillance qui va, dès que le signal va passer sous ce seuil, va nous alarmer. Et on va faire notre analyse. Ici, c'est un transfert de niveau d'huile qui se passe d'un palier d'une machine vers un autre palier de la même machine. Donc c'est un aspect rassurant. Donc il n'y a pas de perte d'huile, il y a bien un transfert qui se fait finalement sur un arrêt de notre machine. Donc c'est une séquence normale qu'on analyse et qu'on va classer après dans nos fichiers de suivi. Et juste à côté, on voit ici un écran qui concerne les écluses. Oui, tout à fait. On a construit une vue finalement avec les niveaux intérieurs de chacune de nos écluses. Et ça permet en fait au chef de car, sur la partie conduite que vous avez vue juste avant, d'avoir un indicateur d'un volume d'eau qui va manquer sur les usines, qui peut faire varier une cote, et donc lui va faire les gestes nécessaires pour adapter ou non, selon son analyse, une correction à faire sur l'usine. Compenser donc le surplus ou le manque. Voilà, exactement. Le Rhin, c'est un fleuve qui est indispensable à la navigation maritime internationale, notamment pour la Suisse, qui dispose à Bâle de son seul grand port maritime. Et donc, pour traverser la centrale hydroélectrique de Kems, on a ici une double écluse qui permet donc simplement de d'assurer la continuité de la navigation maritime. On est ici sur l'écluse de Kems. Donc, comme on voit, on a deux sas. En fait, deux sas qui permettent en fait de faire passer les bateaux, que ce soit après qu'ils aient livré le port de Bâle, donc le port de Bâle est à une quinzaine de kilomètres de notre point ici. Donc quand ils sont descendants, comme le bateau qu'on voit au loin là, oui, on voit apparaître au loin et qui va traverser, donc vont rentrer dans l'écluse, vont continuer leur chemin jusqu'à la prochaine écluse et jusqu'à arriver donc au plus grand port européen qui est Rotterdam. Donc tout ça se fait sous des conditions qui sont régies au niveau loi européenne, parce qu'on reste quand même sur une navigation européenne et internationale. Ces écluses, elles me paraissent vraiment gigantesques. Elles ont quelle capacité de remplissage là? Quelle quantité d'eau on peut mettre ici? Alors, juste pour vous donner des dimensions, elles sont impressionnantes quand même. Parce que vu de haut comme ça, on a l'impression voilà que c'est grand, mais on voit pas vraiment la profondeur. On est quand même sur des sas qui font 21 mètres de profondeur, 190 mètres de longueur et 25 mètres de large. Ce qui correspond à 60 000 mètres cubes pour remplir. C'est une gigantesque piscine, quoi. C'est ce qui explique l'impact sur la production que ça peut avoir, un remplissage. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure au centre de conduite et de surveillance hydraulique, qui est basé à la centrale de Kems. En fait, à chaque remplissage, il faut savoir que c'est du débit qui ne passe pas par la centrale. Et donc, ça amène une perturbation au niveau de la conduite. Et c'est pour ça qu'on a un gestionnaire qui contrôle toute cette conduite de ces centrales, dont une de ses missions aussi de gérer ces fluctuations de débit qui sont liées à la navigation. Et on adore les gros chiffres, les choses impressionnantes sur l'évolution énergétique. Là, on voit une porte qui est absolument monumentale. Elle fait quel poids là, cette porte? C'est une porte qui est monumentale. On est quand même sur une porte qui fait 600 tonnes. C'est énorme. Et comment elle est soulevée? On voit des câbles là, c'est ces câbles là qui supportent le poids? Tout à fait. On a des câbles qui sont rattachés, comme vous voyez ici, à des contrepoids. Ces contrepoids, en fait, se permettent d'équilibrer et de baisser l'effort
qui est sur la machinerie pour pouvoir lever la porte. Et à savoir, on est sur une machinerie type treuil, comme ce qu'on retrouve par exemple dans les stations de ski. Eh ben, on est exactement sur la même technologie, sauf que là, au lieu de tirer des cabines pour nous emmener skier, eh ben là, on tire une porte à la verticale pour permettre d'avoir des bateaux qui traversent le Rhin. À savoir que un bateau comme ça va entre 3000 tonnes et 8000 tonnes de marchandises. C'est impressionnant. Et tout ça, ce ne sont pas des camions qu'on retrouve sur les autoroutes. Donc en termes écologiques, on est quand même sur une production d'énergie propre, mais en plus, elle participe à un moyen de transport de marchandises qui est beaucoup plus écologique que ce qu'on retrouve sur les routes. On va entrer ici, là c'est donc le poste de pilotage de l'écluse. Et il y a une particularité ici, c'est que vous faites toutes ces opérations gratuitement. Donc vous êtes producteur d'électricité, mais vous avez l'obligation de laisser passer les bateaux de façon totalement gratuite. Il n'y a pas de péage, contrairement aux autoroutes, aux voies de chemin de fer, aux aéroports. Il y a des taxes aéroportuaires. Ici, c'est gratuit. Exactement, oui. On peut être peut-être surpris que la navigation sur le Rhin est complètement gratuite. Et ça, c'est dû à l'histoire aussi du fleuve, qui à la base était un fleuve navigable et qui était gratuit. Quand, bien sûr, on a commencé à penser énergie, quand on a développé nos habitudes et moyens industriels, il a fallu installer des centrales hydroélectriques dans les conditions de pouvoir avoir des concessions hydroélectriques qui équipent le Rhin, a été intégré à ces concessions. Le fait d'avoir des écluses, bien sûr, comme on disait, une centrale hydroélectrique a besoin quand même d'une petite hauteur de chute quand on est sur du fil de l'eau. Et pour passer cette petite hauteur de chute, il a fallu installer des écluses à condition de garder cet aspect historique qui est la navigation sur le Rhin qui devait rester gratuite. Et donc là, il y a le poste de contrôle de l'écluse, avec l'éclusier ici, qui est en opération et qui s'apprête donc à faire passer le bateau qu'on voit qui s'avance lentement. L'écluse vient d'être remplie, on voit bien la différence là entre l'écluse pleine et l'écluse vide. Concrètement, comment ça se passe? Un bateau se présente, on le fait passer, il n'y a pas de programme particulier par rapport à la production, c'est vraiment... le passage est libre. Ah non, le passage est libre. Premier arrivé, premier servi. Okay. Donc voilà. Après, il y a bien sûr certaines contraintes. On peut avoir... tout type de marchandises qui sont transportées. Quand je dis tout type, ça peut être de l'hydrocarbure, ça peut être des engrais, ça peut être du sable, du matériel de construction ou des conteneurs dans lesquels on va trouver des matériels de confort, des habits et tout ce qu'on peut trouver dans les marchandises. Donc il y a certaines règles, par exemple quand on a certains bateaux qui ont des cônes, on appelle ça des cônes bleus, en fait ça donne la dangerosité du produit et là c'est la seule condition dans laquelle en fait on a certaines règles à respecter. Suivant un protocole qu'on appelle le RPNR, la réglementation internationale de la navigation du Rhin, et qui nous dit, par exemple, quand on a des produits dangereux, on peut pas les mettre avec d'autres produits qui sont pas dangereux, donc il y a certaines contraintes. Et ça, c'est la fonction de l'éclusier qui va identifier ça et qui va décider de comment placer son bateau et avec quel autre bateau, etc. Donc il a cette mission-là. Il a une autre mission qui est super importante, c'est la sécurité de la navigation, la sécurité bien sûr de nos bâtiments, parce qu'il est le pilote quand même de cet ouvrage, et c'est lui qui en est responsable, et c'est lui qui va donner bien sûr les priorités, qui va surveiller aussi qu'il n'y ait pas d'incidents et autres, pour garder cet aspect sécurité sur notre métier de navigant, où l'éclusier en est responsable. Est-ce que c'est possible, dans certaines situations, de dire ah non, je fais attendre les bateaux, il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur la production, alors j'attends quelques dizaines de minutes, quelques heures. Est-ce que la priorité est au bateau ou à la production? En fait, la priorité, on parle même pas de priorité. Comme je disais, le bateau qui se présente passe. Donc, on le fait pas attendre. On va pas mettre, par exemple, la production dans la balance avec la navigation. Dans la réglementation, on dit qu'un bateau qui arrive passe. On s'est déplacé d'environ 7 km depuis la centrale de Kemps jusqu'à un nouvel aménagement qui comprend notamment ce qu'on voit derrière là, une passe à poissons. Quel est son rôle exactement ici? Notre passe à poissons a été installée dans les années 2015-2016. Il y a eu un relèvement des débits réservés. En fait, un débit réservé permet de garder sur une rivière la faune et la flore alimentées, on va dire, par un débit pour que ça puisse continuer à se développer. Donc, dans les années 2010, il y a eu une augmentation de ce débit réservé. Et donc, on a décidé de construire
une centrale, ce que vous pouvez voir ici, qui a une puissance de 9 MW et qui permet de turbiner ce débit réservé qui a été augmenté. Elle valorise en fait ce débit qui doit être versé du canal jusqu'au vieux Rhin, le Rhin historique, c'est ça? C'est en permanence qu'on a un débit continuel sur toute l'année, ce qui permet, ce que je disais juste avant, d'avoir une faune et flore qui continue à être alimentée pour avoir une biodiversité dans ce vieux Rhin. Parce qu'historiquement, donc, on ne le voit pas, mais juste derrière la butte, il y a le barrage qui permet de dévier l'eau du Rhin vers le canal. Et historiquement, les poissons ne pouvaient pas franchir ce barrage. Comme les poissons ne pouvaient pas franchir ce barrage, on a profité de la construction de cette centrale pour construire une passe à poissons. Donc son fonctionnement principal, c'est d'aider le franchissement de ces poissons pour qu'ils continuent leur chemin soit en descendant le fleuve, soit en le remontant. Donc ici, on a une partie qui s'appelle la dévalaison, qui permet de faire descendre les poissons et continuer leur chemin. Et juste sur le côté ici, au-dessus du mur en béton, on a la partie montaison, où c'est beaucoup moins turbulent, on voit. Exactement, mais qui retrouve sa turbulence à l'amont, comme on le verra par la suite. C'est un débit, ce qu'on appelle nous un débit d'attrait, qui va attirer le saumon pour qu'il puisse continuer son chemin. Là, ça concerne donc exclusivement le saumon Non, c'est tout type de poisson. Par contre, ça a été vraiment étudié pour le saumon parce que c'est ce que on avait comme espèce sur le fleuve et surtout avec les conventions avec la Suisse où on voulait faire remonter le saumon vers Bâle. Et donc le suivi des poissons se fait dans un local qui est juste ici? On va aller voir. Donc juste pour une précision, en fait on a une convention avec une association qui s'appelle Saumon-Rat qui a en charge cette partie-là. Bien sûr c'est leur domaine et donc c'est eux qui viennent prélever les données et après c'est une donnée qui est publique, qui est accessible sur leur site web. Donc suivez-moi. Donc il y a d'un côté la montaison, de l'autre la dévalaison. Et là, on était dans le centre de conduite tout à l'heure des centrales. Maintenant, on est dans le centre de conduite de comptage des poissons. Il y a un drôle de dispositif là, avec 2 caméras. Il ne faut pas passer dans l'angle de vue des caméras. Exactement, sinon les caméras vont vous compter comme un poisson. Donc, okay. Voilà. Donc comme vous voyez, vous avez une caméra qui pointe une vitre qui permet en fait d'avoir le comptage des poissons qui continuent leur chemin du bas vers le haut du fleuve. Et puis là, on a exactement la même chose. C'est un copier-coller. C'est un logiciel connecté à cet enregistreur-là. Et puis après, c'est collecté dans ce PC. Et donc, l'association dont je parlais, donc Saumon-Rhin, vient prélever tous les mois les données et ça leur permet en fait de faire ce comptage-là. Et cette donnée-là, elle est accessible et on peut avoir, par exemple, le nombre de passages de poissons annuellement. Donc là, on est à la tête de l'aménagement et il y a le barrage qui permet de détourner les eaux vers le canal qui alimente ensuite la centrale de Kemps. C'est assez impressionnant. Hein. Elles font quelle hauteur là ces portes? En fait, on est sur des portes qui font 20 mètres de haut. On est bien sûr sur le barrage principal qui permet de dériver le débit du fleuve vers le grand canal d'Alsace pour pouvoir bien sûr produire de l'énergie comme on l'a vu précédemment. Donc c'est un barrage qui est constitué de 5 passes comme celle-là. Chaque passe fait 30 mètres de large et on est quand même sur une charge métallique qui est quand même assez importante, entre 500 et 600 tonnes de masse pour chaque passe. C'est le barrage principal qui a été construit donc à l'époque, entre 1928 et 1932, pour pouvoir contrôler le débit du Rhin, à savoir que le Rhin à la base c'était un fleuve tentaculaire et du coup il a fallu le canaliser. C'est pour ça qu'on parle du grand canal d'Alsace par rapport à cet aspect tentaculaire où il a fallu bien sûr tout mettre dans ce canal et c'est grâce à ce barrage-là qu'on peut avoir toute l'eau dans nos turbines sur le grand canal d'Alsace. Et ce barrage, il a aussi un rôle en cas de crue. Un des rôles principaux du barrage, c'est bien sûr d'assurer la sûreté du Rhin et de nos aménagements. Et dans des périodes de crue, le débit du Rhin peut monter jusqu'à 5000 m3 par seconde, ce qu'on a eu par exemple en 1999, où on a eu un débit de 5000 m3. Ça veut dire on a quintuplé le débit. Et bien sûr, pour assurer la sécurité de nos aménagements, le barrage est l'élément essentiel. On a 2 vannes ici, ce qu'on appelle une vanne supérieure et une vanne inférieure.
Donc on commence par réguler le débit en baissant la vanne supérieure. Et quand le débit est trop important, en fait les deux vannes deviennent solidaires et on lève l'ensemble pour faire passer l'eau par en dessous. Et donc ce barrage, il a une particularité, c'est que ici, là, cette ligne blanche, eh bien, elle symbolise le passage de la frontière française à la frontière allemande au final. Et donc là, on a un pied en France et là, on est en Allemagne. Vous avez vos papiers là, votre passeport pour un contrôle douanier. Comme vous le voyez ici, hein, on a sur le panneau donc France-Allemagne. La particularité de ce pont qui fait 150 mètres de long, c'est qu'il est transfrontalier. Là, je suis en France et là, j'exploite un barrage en Allemagne. Et qu'est-ce que ça implique concrètement dans les faits pour EDF d'avoir ce barrage transfrontalier? Alors, d'avoir ce barrage transfrontalier, c'est quand même aussi avoir une liaison avec un pays avec lequel il y a beaucoup d'histoire. Bien sûr, c'est des conventions qui ont été rédigées lors des traités de Versailles, etc. pour qu'on puisse exploiter bien sûr un barrage par une entreprise française qui est EDF, même si une partie de son aménagement se trouve en Allemagne. Merci beaucoup Yacine Bellal, je vous avoir fait découvrir cet aménagement de Kemps. Si la vidéo vous a plu, bombardez les commentaires, laissez un pouce en l'air et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution Énergétique.